Ma fille de 4 ans était aux soins intensifs après une terrible chute quand mes parents m'ont appelé pour me dire « La fête d'anniversaire de ta nièce, c'est ce soir. Ne nous fais pas honte. » Et nous t'avons envoyé une facture pour les préparatifs de sa fête. Contente-toi de la payer. J'ai répondu « Papa, ma fille se bat pour sa vie. » Il a répliqué « Elle s'en sortira. » Quand j'ai essayé d'argumenter « Vous devriez venir la voir », ils m'ont raccroché au nez. Puis ils se sont présentés à l'hôpital et ont crié « Cette facture n'a pas été payée. » Qu'est-ce qui prend tant de temps? Tu sais, la famille passe avant tout. Quand j'ai refusé, ma mère s'est avancée, a attrapé le masque à oxygène et l'a jeté à travers la pièce en disant « Eh bien, elle n'est plus là maintenant. Tu peux nous rejoindre. » J'ai juste appelé mon mari, et quand ils ont vu l'état dans lequel elle était, il a fait quelque chose qui les a laissés terrorisés. Les lumières fluorescentes de la salle d'attente des soins intensifs me brûlaient les yeux, mais je ne pouvais pas détourner le regard de la porte par laquelle ils avaient emmené mon bébé. Emma était tombée de la cabane dans les arbres de notre jardin ce matin-là, et le bruit de son petit corps heurtant la terrasse en béton me hantrait à jamais. Le scanner avait révélé un édème cérébral sévère et les médecins employaient des mots comme « critique » et « pronostic vital engagé » pendant que mon monde s'effondrait autour de moi. Mon téléphone a vibré dans ma main. Le nom de mon père s'est allumé sur l'écran et un sentiment de soulagement m'a envahi. Ils avaient enfin reçu mes messages à propos d'Emma. J'ai répondu avant la deuxième sonnerie. « Papa, Dieu merci tu appelles. Emma est dans un sale état. Et Rebecca, la fête d'anniversaire de ta nièce, c'est ce samedi. Ne nous fais pas honte. » Sa voix portait cette pointe de déception familière que je connaissais depuis l'enfance. « Et nous t'avons envoyé une facture pour les préparatifs de sa fête. Contente-toi de la payer. » Les mots n'avaient aucun sens. Je fixais le sol en linoléum, regardant les chaussures d'une infirmière passer en grinçant. « Papa, tu as entendu ce que j'ai dit dans mes messages? Ma fille se bat pour sa vie. Les médecins ne savent pas si elle passera la nuit. Elle s'en sortira, a-t-il répondu aussi nonchalamment que s'il parlait de la météo. Ta sœur s'est donné beaucoup de mal pour organiser la fête de Madison. Elle va avoir 7 ans. C'est important. Ma sœur Charlotte avait toujours été la favorite. Sa fille Madison était la petite fille préférée, tandis qu'Emma était à peine remarquée lors des réunions de famille. Mais ça c'était tout autre chose. Je ne peux pas quitter l'hôpital. Vous devez comprendre qu'Emma pourrait ne pas survivre. S'il vous plaît, vous devriez venir la voir. La ligne est devenue silencieuse. Il m'avait raccroché au nez. Je suis restée assise là, tenant mon téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fille était en chirurgie, le crâne fracturé en 3 endroits, son cerveau gonflant contre l'os, et mon père voulait que je m'inquiète pour une facture de fête d'anniversaire. L'absurdité de la situation m'a fait me demander si je n'étais pas en train d'halluciner à cause de l'épuisement. Mon mari, Marcus, était à la cafétéria pour prendre un café. Nous étions à l'hôpital depuis 7 heures, et les dernières nouvelles de l'équipe chirurgicale dataient d'il y a 2 heures. Chaque minute ressemblait à une noyade au ralenti. La facture est arrivée par email 15 minutes plus tard. 2300 $ pour une fête sur le thème des licornes dans un lieu huppé. Traiteur, décoration, animation. Charlotte n'avait pas lésiné sur les moyens, apparemment à mes frais. Il y avait une note en bas de page, paiement attendu avant vendredi, 18h. Madison compte sur toi. Mes mains tremblaient en supprimant l'email. Comment pouvait-il penser à l'argent et au fait pendant qu'Emma était sur une table d'opération? Un neurochirurgien m'avait littéralement dit de me préparer à la possibilité que ma fille de 4 ans ne se réveille pas, et ma famille voulait être remboursée pour la location d'un château gonflable. Je fixais la liste détaillée qu'ils avaient envoyée. Location de la salle, 800 $. Traiteur pour 40 invités, 650 $. Animatrice professionnelle déguisée en princesse, 400 $. Gâteau personnalisé, 275 $. Cadeaux pour les invités et décorations, 175 $. Les chiffres se sont brouillés alors que les larmes remplissaient mes yeux.
Charlotte avait toujours été dépensière, mais s'attendre à ce que je finance la fête de sa fille pendant que mon propre enfant luttait pour sa survie dépassait l'entendement. La salle d'attente s'était vidée depuis notre arrivée. D'autres familles étaient venues et reparties, recevant de bonnes ou de mauvaises nouvelles, tandis que nous restions dans cette attente angoissante. Un homme âgé était assis dans un coin, un chapelet cliquetant doucement entre ses doigts. Un jeune couple se serrait près des distributeurs automatiques, le visage de la femme enfoui dans l'épaule de son partenaire. Nous étions tous membres du même club terrible, unis par la peur et le café d'hôpital. J'ai relu mes SMS avec Charlotte de l'année écoulée. Chaque conversation suivait le même schéma. Elle demandait de l'argent. J'expliquais que notre budget était serré avec les frais de maternelle d'Emma et les prêts étudiants de Marcus pour ses études de droit, et elle me faisait culpabiliser sur les obligations familiales. Madison avait besoin de nouveaux costumes de danse. La collecte de fonds de l'école de Madison nécessitait un don. Madison voulait rejoindre une équipe de football itinérante coûteuse. Toujours Madison, jamais Emma. Le favoritisme avait commencé avant même que les filles ne soient nées. Quand Charlotte avait annoncé sa grossesse, nos parents lui avaient organisé une baby shower somptueuse avec 200 invités. Quand j'avais annoncé la mienne, maman avait dit « Félicitations » et avait changé de sujet. La rénovation de la chambre de Charlotte avait été entièrement financée par papa. Nous avions peint la chambre d'Emma nous-mêmes avec des restes de peinture de notre salon. Mon téléphone a vibré, un SMS de Charlotte. Maman dit que tu fais des manières. Fais le virement Venmo et arrête de faire des histoires. Faire des histoires? Ma fille était en chirurgie et je faisais des histoires. J'ai répondu, Emma pourrait mourir ce soir. Peux-tu comprendre ça? Elle pourrait mourir. La réponse est venue immédiatement. Tu es tellement égoïste. Il faut toujours que tout tourne autour de toi. Madison a demandé pourquoi tante Becca la déteste. Qu'est-ce que je suis censée dire à ma fille? J'ai eu envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. Au lieu de ça, je l'ai retourné, face vers le bas sur mes genoux, et je me suis concentrée sur ma respiration. Inspirée par le nez, expirée par la bouche, comme me l'avait appris le professeur de yoga du cours prénatal des années auparavant. Ça ne marchait pas. Rien ne pouvait calmer la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. Un souvenir a refait surface, sans y être invité. La fête des 3 ans d'Emma. Nous l'avions faite chez nous, un petit rassemblement avec quelques amis de sa garderie. Charlotte était arrivée avec 1 heure de retard avec Madison, qui s'était immédiatement mise à pleurer parce que le gâteau La Reine des Neiges d'Emma était plus joli que celui qu'elle avait eu pour son anniversaire. Au lieu de consoler Madison, Charlotte s'était tournée vers moi et avait dit « Tu avais vraiment besoin d'un gâteau aussi cher? Tu fais de la peine à Madison. » Le gâteau avait coûté 35 $ chez Costco. Un autre souvenir, le premier Noël d'Emma. Elle avait 6 mois, tenant à peine assise toute seule. Nous avions conduit 4 heures pour passer les fêtes chez mes parents. Charlotte était déjà là avec Madison, qui avait 2 ans et était apparemment la seule petite fille qui comptait. Maman avait acheté au moins 20 cadeaux à Madison. Emma avait reçu une grenouillère soldée qui était 3 tailles trop petite. Marcus l'avait remarqué. Il avait serré Emma contre lui et murmuré « Tu vaux plus que tous les cadeaux de Madison réunis, ma chérie. » Plus tard, dans la chambre d'amis, il m'avait demandé si ma famille était toujours comme ça. J'avais trouvé des excuses à l'époque, dit qu'ils étaient juste excités par leur première petite fille, que ça s'arrangerait. Ça ne s'est jamais arrangé. Quand Emma a commencé à marcher à 10 mois, maman a dit que Madison marchait à 9 mois. Quand Emma a appris son alphabet avant 2 ans, papa a dit que Madison pouvait déjà lire des mots simples à cet âge. Chaque étape, chaque réussite, chaque moment de fierté était diminué par la comparaison avec la fille parfaite de Charlotte. Marcus est revenu avec 2 tasses de café d'hôpital infect. Ses yeux étaient rougis, sa chemise froissée. C'était lui qui avait trouvé Emma sur la terrasse, son petit corps tordu dans un angle contre nature. La culpabilité le rongeait, même si ce n'était pas de sa faute. Nous lui avions dit 100 fois de ne pas monter là-haut toute seule. Il était à l'intérieur en train de préparer le déjeuner quand c'est arrivé.
Des sandwichs au fromage grillé, le plat préféré d'Emma. Il avait entendu le bruit sourd et le silence qui avait suivi. Ce silence horrible et vide où un cri d'enfant aurait dû retentir. Il avait couru dehors pour la trouver inconsciente, une flaque de sang sous sa tête, et le monde s'était arrêté. L'appel au 911 avait duré 6 minutes. Marcus m'a dit plus tard que ça lui avait semblé durer 6 heures. Il avait suivi les instructions du régulateur, vérifiant sa respiration, stabilisant son pouls, restant calme, même si ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir le téléphone. L'ambulance était arrivée en 9 minutes. Emma n'avait pas repris connaissance. J'étais au travail quand Marcus a appelé. J'étais graphiste pour une petite agence de marketing en ville, et j'étais en réunion sur le rebranding d'une start-up technologique. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer et je l'avais ignoré les 2 premières fois parce que mon patron était strict sur l'étiquette téléphonique pendant les réunions avec les clients. La 3e fois, quelque chose m'a poussé à regarder. 23 appels manqués de Marcus. J'étais sorti en courant de cette salle de conférence sans explication. Mon cœur savait déjà que quelque chose de catastrophique s'était produit. La voix de Marcus quand j'ai finalement répondu était quelque chose que je ne voulais plus jamais entendre. Une terreur brute, à peine contenue par la force de sa volonté. Emma est tombée. Il l'emmène au County General. C'est grave, Becca. C'est vraiment grave. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un brouillard de feux rouges que j'ai grillé et de prières que je ne savais pas que je me souvenais. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît, mon Dieu. Je n'étais pas religieuse, je n'étais pas allée à l'église depuis mon enfance, mais le désespoir fait ressortir le croyant en chacun de nous. Marcus m'avait retrouvée aux urgences, et l'expression de son visage m'avait tout dit. Les médecins utilisaient déjà des expressions comme traumatisme crânien et état critique. Ils l'avaient emmené en chirurgie en moins d'1 heure. Maintenant, assise dans cette salle d'attente avec un café froid et une famille qui se souciait plus des frais de fête que de la vie de leur petite fille, la nature surréaliste de la journée me frappait par vagues. Ce matin, Emma m'avait supplié de lui faire des pancakes pour le petit déjeuner. J'avais dit non parce que nous étions en retard, je lui avais dit qu'elle pouvait avoir des céréales à la place. Elle avait boudé, mais l'avait accepté avec la résilience d'une enfant de 4 ans qui avait appris que parfois, la réponse est non. Si j'avais su que ce serait peut-être notre dernier matin ensemble, j'aurais fait ces pancakes. J'en aurais fait une pile entière, je l'aurais laissé les noyer dans le sirop, je serais arrivée en retard au travail sans m'en soucier. Mais on ne sait jamais quel matin pourrait être le dernier matin normal, n'est-ce pas? Des nouvelles, a-t-il demandé, s'enfonçant dans le fauteuil en plastique à côté de moi. Ils ont appelé, je n'ai pas pu empêcher l'amertume de colorer ma voix. À propos de la fête de Madison et d'une facture qu'ils veulent que je paie immédiatement. La mâchoire de Marcus s'est crispée, mais il n'a rien dit. Il avait appris très tôt dans notre mariage que les priorités de ma famille étaient faussées. Ses propres parents étaient morts dans un accident de voiture des années avant notre rencontre, et il disait souvent qu'il ne comprenait pas comment des gens avec des parents vivants pouvaient les traiter avec tant de négligence. Ses parents rentraient de sa cérémonie de remise de diplôme de droit quand un chauffard-ivre avait franchi la ligne médiane. Il les avait perdus tous les 2 en un instant, ainsi qu'un dîner de célébration qu'ils avaient prévu et tous les moments futurs qu'ils ne partageraient jamais. Il avait passé des années en thérapie à surmonter la culpabilité du survivant et le deuil. Et il en était ressorti avec une profonde appréciation de la famille, la vraie famille, celle qui se présente quand la vie s'écroule. C'est pourquoi il faisait tant d'efforts avec mes parents. Il les avait invités à toutes les fêtes, leur envoyait constamment des photos d'Emma, les appelait pour leurs anniversaires. Il croyait que s'il leur montrait simplement ce que la famille pouvait être, ils finiraient par lui rendre l'appareil. Mais on ne peut pas forcer les gens à s'intéresser. Certains cœurs sont trop petits pour contenir de l'amour pour plus que quelques élus. Ils ont demandé des nouvelles d'Emma, a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. Papa a dit qu'elle s'en sortirait. Comme si c'était un genou écorché. Marcus a fermé brièvement les yeux, ce muscle dans sa mâchoire se contractant comme il le faisait quand il contrôlait sa colère. Elle pourrait ne pas s'en sortir. Elle pourrait, sa voix s'est brisée. Le médecin a dit que son cerveau gonflait.
Ils ont percé des trous dans son crâne, Becca. Notre petite fille. J'ai attrapé sa main. Ses doigts étaient glacés malgré la tasse de café chaud qu'il tenait. Nous sommes restés comme ça, les mains jointes, sans rien dire parce qu'il n'y avait rien à dire. L'espoir et la terreur étaient également inutiles face à la réalité chirurgicale. Le problème avec les salles d'attente, c'est que le temps s'y écoule différemment. Les minutes s'étirent comme du caramel. Les heures se compressent en instants. J'ai compté les dalles du plafond, 148 visibles d'où nous étions assis. J'ai mémorisé le motif du linoléum, des carrés bordeaux et beige en alternance. J'ai lu la même affiche sur l'hygiène des mains 17 fois. D'autres familles défilaient. Une mère avec un adolescent qui s'était cassé le bras en skateboard. Mineur, réparable, normal. Une grand-mère attendant des nouvelles de l'opération du cœur de son mari. Effrayant, mais prévisible à son âge. Et puis il y avait nous, les parents d'une enfant d'âge préscolaire qui était mal tombée et qui pourrait ne jamais se réveiller. Nous ne rentrions pas dans les catégories habituelles. Les enfants ne sont pas censés être en neurochirurgie. Vers 19h, le téléphone de Marcus a sonné. Son frère Josh, qui appelait de Seattle. « Salut, mec. Comment va Emma ?» La voix de Josh était lourde d'inquiétude. Il avait pris un vol de nuit dès que Marcus lui avait envoyé un SMS ce matin-là et devait atterrir vers minuit. Marcus lui a donné le compte-rendu clinique. Chirurgie en cours, en attente de nouvelles. État critique. Puis Josh a dit quelque chose qui a fait changer l'expression de Marcus. Ses grands-parents sont au courant ? Ils sont là avec vous. Marcus m'a regardé et j'ai légèrement secoué la tête. Il a compris. Ils sont au courant, a dit Marcus prudemment. Mais ils ne sont pas là. Pourquoi diable ne sont-ils pas là ? Le volume de Josh a augmenté au point que je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Leur petite fille est en chirurgie. C'est compliqué, a dit Marcus, ce qui était l'euphémisme du siècle. C'est compliqué, Josh. Mec, je traverse le pays en avion pour être là et je suis juste son oncle. Ils habitent à 40 minutes d'ici. Marcus s'est frotté le visage avec sa main libre. Ils avaient d'autres priorités. Écoute, je ne peux pas entrer dans les détails maintenant. On essaie juste de passer les prochaines heures. Après avoir raccroché, Marcus m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Josh a raison, tu sais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que les familles se comportent. Je sais. Le sais-tu vraiment ? Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Parce que tu continues à leur trouver des excuses. Tu continues à agir comme si leur comportement était en quelque sorte acceptable parce que ce sont tes parents. Mais ce n'est pas le cas, Becca. Vraiment pas. Il avait raison. Mais l'admettre signifiait affronter une vérité que j'avais évitée toute ma vie. Mes parents ne m'aimaient pas comme des parents devraient le faire. Charlotte était la favorite, et j'étais juste la remplaçante décevante. Et maintenant, Emma payait le prix de cette hiérarchie parce que ses grands-parents ne prenaient pas la peine de venir la voir pendant la pire crise de sa jeune vie. Après que tout ça sera terminé, a dit Marcus doucement, après qu'Emma ira bien, parce qu'elle va aller bien, nous devrons avoir une conversation sérieuse sur les limites à fixer avec ta famille. J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Il planifiait un avenir où Emma survivrait, et je l'aimais pour cet optimisme, même si cela me terrifiait. Et si elle ne s'en sortait pas ? Et si c'était nos dernières heures en tant que parents d'Emma, et que nous les passions à discuter des dynamiques dysfonctionnelles de ma famille ? Le chirurgien est sorti à 21h, toujours en blouse. Nous nous sommes levés d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Nous avons réussi à soulager la pression sur son cerveau, mais elle n'est pas hors de danger. Les prochaines 48 heures sont critiques. Elle était inconsciente à cause du traumatisme, et nous avons approfondi cet état en un coma artificiel pour donner à son cerveau un temps de guérison optimal. Elle est sous respirateur pour l'aider à respirer. Vous pouvez la voir maintenant, mais elle est sous surveillance intensive. Emma paraissait incroyablement petite dans le lit des soins intensifs. Des tubes sortaient de ses bras.
Un tube respiratoire relié au ventilateur aidait ses poumons, et les moniteurs émettaient des bips réguliers. Ses boucles blondes avaient été partiellement rasées là où ils avaient opéré. Je lui ai tenu sa petite main, en faisant attention de ne pas déranger la perfusion, et j'ai essayé de ne pas penser à l'avenir que nous pourrions perdre. L'infirmière des soins intensifs, qui s'est présentée sous le nom de Maria, avait des yeux bienveillants derrière ses lunettes. Elle travaillait dans ce service depuis 15 ans, nous a-t-elle dit, et elle avait vu des miracles se produire. Les enfants étaient résistants, a-t-elle dit. Leur cerveau pouvait guérir de manière qui semblait impossible. Elle essayait de nous donner de l'espoir, et j'appréciais cela, même si les statistiques qu'elle ne mentionnait pas me hantaient. J'avais cherché les taux de survie au traumatisme crânien grave pendant une des heures passées dans la salle d'attente. Internet était un endroit terrible pour rechercher des conditions médicales, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Le TCG sévère chez les enfants avait des taux de mortalité allant de 15 à 30%. Ceux qui survivaient étaient souvent confrontés à des complications à long terme, déficit cognitif, dysfonctionnement moteur, changement de personnalité. L'Emma qui se réveillerait pourrait ne pas être l'Emma qui était tombée. Arrête, me suis-je dit. Elle est en vie en ce moment. Concentre-toi là-dessus. Mais mon esprit ne cessait de tourner en rond, envisageant les possibilités. Et si elle avait besoin de soins 24 heures sur 24 pour le reste de sa vie? Et si elle ne marchait plus jamais, ne parlait plus jamais, ne se souvenait plus jamais de qui nous étions? Et si la petite fille brillante, créative et espiègle qui avait passé la matinée d'hier à inventer des chansons sur ces animaux en peluche avait disparu pour toujours? Parlez-lui, a suggéré Maria. Certaines études montrent que les patients dans le coma peuvent entendre des voix familières. Ça pourrait t'aider. Alors, j'ai parlé. J'ai parlé à Emma du projet artistique que nous avions commencé le week-end dernier, peindre des pierres pour les cacher dans le quartier afin que d'autres personnes les trouvent. J'ai décrit un nouveau livre de la bibliothèque qui nous attendait à la maison, celui sur la fille qui se lie d'amitié avec un dragon. J'ai raconté l'intrigue de son film préféré, Veana, que nous avions regardé environ 400 fois. Marcus a pris le relais quand ma voix s'est éteinte, racontant à Emma la cabane que nous lui avions promis de construire l'été prochain, une cabane plus sûre avec des garde-corps appropriés et une échelle douce. Il a parlé de lui apprendre à faire du vélo sans roulette, de voyages en camping, de vacances à la plage et de toutes les aventures futures que nous aurions en famille. Si elle survivait. Quand elle survivrait. Les mots n'arrêtaient pas de s'entrechoquer dans mon esprit. Les heures s'écoulaient. Les équipes changeaient. De nouvelles infirmières vérifiaient les signes vitaux, ajustaient les médicaments, notaient des chiffres sur les dossiers. Le respirateur sifflait rythmiquement. Les moniteurs émettaient leurs bips réguliers. Des bruits d'hôpital qui entraient probablement mes rêves pour toujours. Vers 3 heures du matin, Marcus s'est finalement assoupi sur le fauteuil, la tête penchée dans un angle inconfortable. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Emma tomber. Même si je n'avais pas été témoin de la scène, mon cerveau créait l'image quand même, son petit corps chutant dans les airs, l'impact, le silence. J'ai sorti mon téléphone, avec l'intention de vérifier mes emails professionnels, et j'ai réalisé que je n'avais même pas dit à ma patronne ce qui s'était passé. J'étais juste sorti en courant de cette réunion et je n'avais jamais regardé en arrière. Il y avait 6 emails d'elle, passant de la confusion à l'inquiétude, puis à une véritable préoccupation. J'ai tapé une brève explication. Urgence familiale. Fille aux soins intensifs. Donnerai des nouvelles dès que possible. Sa réponse est arrivée immédiatement, malgré l'heure tardive. Prends tout le temps dont tu as besoin. La famille d'abord. J'envoie des prières. La famille d'abord. L'expression que mon père avait utilisée, sauf qu'il voulait dire que je devais donner la priorité à la fête de Charlotte plutôt qu'à la vie de ma fille. Des personnes différentes, des définitions différentes. Certaines familles comprenaient la priorité. D'autres l'utilisaient comme une arme. J'ai fait défiler les photos sur mon téléphone. Emma a sa remise de diplôme de maternelle, portant une minuscule toque et une toge, rayonnante de fierté. Emma Ozo, le visage peint comme un papillon, tenant un ballon.
Emma à Halloween, déguisée en dinosaure parce que les princesses étaient trop ennuyeuses. Emma hier matin, du sirop sur le menton des céréales qu'elle avait mangé à la place des pancakes que je lui avais refusés. Ma poitrine s'est serrée de regret à cause de ces pancakes. Une si petite chose. Une chose si stupide dont on peut se sentir coupable. Mais le deuil et la peur ne suivent pas la logique. Maria est revenue à 6 heures du matin pour un autre contrôle. Elle a noté quelque chose sur son dossier, a ajusté l'une des perfusions d'Emma et m'a adressé un doux sourire. Toujours stable, a-t-elle rapporté. C'est une bonne chose. Chaque heure qui passe sans complication est une victoire. De petites victoires. Je les prenais. Marcus s'est réveillé à l'arrivée de l'équipe du matin, désorienté et raide à cause de sa position de sommeil inconfortable. Son premier regard s'est porté sur Emma, vérifiant qu'elle respirait toujours, qu'elle était toujours là. Cela deviendrait probablement une habitude. La vérification constante que votre enfant existe toujours. Café, a-t-il demandé, la voix rauque. S'il te plaît. Il est parti, et je me suis retrouvée seule avec Emma à nouveau. Le soleil du matin se glissait à travers les fenêtres des soins intensifs, les dures lumières fluorescentes laissant place à l'éclairage naturel. Un nouveau jour, un jour où ma fille restait dans le coma, un jour où mes parents se souciaient plus de l'argent que de sa survie. La colère qui couvait sous la peur a soudainement flambé plus fort. Comment osaient-ils ? Comment osaient-ils appeler pour exiger un paiement pendant qu'Emma était branchée à des machines ? Comment Charlotte osait-elle envoyer des SMS culpabilisant sur les sentiments de Madison pendant que sa nièce se battait pour sa vie ? J'avais passé 32 ans à essayer de gagner leur approbation, à essayer d'être la fille qu'ils voulaient, à essayer de leur faire voir que j'étais plus que la sœur inférieure de Charlotte. Et pourquoi ? Pour qu'ils puissent démontrer exactement à quel point je comptais peu quand les enjeux étaient les plus élevés ? Marcus est revenu avec du café et un sandwich emballé de la cafétéria que ni l'un ni l'autre ne mangerait. Il a regardé mon visage et a su immédiatement que je m'étais enfermée dans un sombre état d'esprit. « À quoi tu penses ?» a-t-il demandé prudemment. « À quel point je les déteste ?» Il n'a pas demandé qui. Il le savait. « C'est juste » a-t-il dit. « C'est même très juste. » Nous sommes restés assis en silence, buvant du mauvais café, regardant notre fille respirer avec une assistance mécanique. Les moniteurs continuaient leur bip régulier. La vie réduite à des chiffres sur des écrans et à du liquide dans des poches de perfusion. Vers 8 heures du matin, le neurologue a fait sa tournée. Le docteur Chen était jeune, peut-être 40 ans, avec des mains sûres et un comportement calme qui devait probablement bien lui servir dans ce métier. Elle a examiné le dossier d'Emma, vérifié ses pupilles, testé ses réflexes. Le gonflement répond au traitement, a-t-elle dit. Nous sommes prudemment optimistes, mais je veux insister sur le mot prudemment. Elle n'est pas encore hors de danger, et nous ne connaîtrons pas l'étendue complète des dommages potentiels tant qu'elle ne se réveillera pas. Quand cela pourrait-il arriver, a demandé Marcus. Cela pourrait prendre des jours, voire plus longtemps. Chaque lésion cérébrale est différente. Nous la maintenons sous sédation pour l'instant pour donner à son cerveau des conditions de guérison optimales. Lorsque nous serons convaincus que le gonflement s'est stabilisé, nous réduirons progressivement la sédation et verrons comment elle réagit. Après le départ du docteur Chen, le frère de Marcus, Josh, est finalement arrivé, l'air épuisé et dévasté. Il nous a serrés tous les deux dans ses bras, a regardé Emma dans son lit d'hôpital, et ses yeux se sont remplis de larmes. Elle est si petite, a-t-il murmuré. Josh est resté toute la matinée, assis avec nous, sortant de temps en temps pour passer des appels professionnels, car quelqu'un devait bien conserver un emploi. Il a apporté des choses pratiques, des chargeurs de téléphone, des barres de céréales, des vêtements de rechange pour nous deux. Il comprenait comment être présent dans une crise. Vers 10 heures du matin, mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Charlotte. J'ai failli ne pas regarder, mais la curiosité l'a emporté. Maman et papa sont vraiment contrariés par la situation financière. Ils pourraient devoir puiser dans leur fonds de retraite pour couvrir les frais de la fête. C'est ce que tu veux ? Qu'ils souffrent financièrement ? Ma main s'est crispée autour du téléphone. Marcus l'a remarqué.
Quoi encore, a-t-il demandé. Je lui ai montré le SMS. Son expression est passée de neutre à foudroyante en quelques secondes. Ils vont te blâmer pour leur choix financier, a-t-il dit. La fête qu'ils avaient apparemment accepté de payer. Josh s'est penché pour lire le message. Attends, revenons en arrière. Quelle fête? Nous lui avons expliqué toute la situation, l'appel pendant l'opération d'Emma, la facture, la demande de paiement immédiat, l'absence totale d'inquiétude pour leur petite fille. Le visage de Josh est passé par la confusion, l'incrédulité, et finalement l'indignation. C'est insensé, a-t-il dit sèchement. C'est véritablement insensé. Emma est dans le coma, et ils veulent de l'argent pour une fête d'anniversaire. Ça résume assez bien la situation, a dit Marcus. Et ils ne sont même pas venus la voir? Ils habitent à 40 minutes d'ici, ai-je dit. Ils sont au courant depuis hier après-midi. Ils ont choisi de ne pas venir. Josh s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant le parking en contrebas. Quand il s'est retourné, son expression était déterminée. Tu dois couper les ponts avec eux, a-t-il dit. Après qu'Emma se sera rétablie, et elle se rétablira, tu devras la protéger de ces gens. Ils sont toxiques. Ce sont mes parents, ai-je dit faiblement. Et alors? La voix de Josh était tranchante de frustration. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais abandonner l'espoir que mes parents pourraient un jour m'aimer correctement, c'était comme admettre une défaite dans une bataille que je menais depuis toute ma vie. Marcus a rapproché une chaise et a passé son bras autour de mes épaules. Nous sommes restés comme ça, à regarder la poitrine de notre fille se soulever et s'abaisser mécaniquement, à écouter les machines qui la maintenaient en vie. Mon téléphone a sonné à 22h30. Papa, encore. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie désespérée de moi espérait qu'il appelait pour s'excuser, pour dire qu'ils étaient en route. Tu n'as pas payé la facture. Sa voix était tranchante d'accusation. Qu'est-ce qui prend tant de temps? Tu sais, la famille passe avant tout. Quelque chose en moi s'est brisé. Ma fille est dans un coma artificiel. Elle pourrait avoir des lésions cérébrales permanentes. Elle pourrait mourir. Et tu t'inquiètes pour l'argent? Arrête d'être si dramatique. Les enfants tombent tout le temps. Charlotte a travaillé dur sur cette fête et tu es en train de tout gâcher en faisant en sorte que tout tourne autour de toi. Faire en sorte que ça tourne autour de moi? Emma pourrait mourir, papa. Si tu ne peux pas soutenir ta famille, peut-être que tu devrais reconsidérer tes priorités. J'ai raccroché, cette fois. Marcus m'a regardé d'un air interrogateur, et j'ai secoué la tête. Il n'y avait pas de mots pour expliquer comment mes parents pouvaient être aussi insensibles. La fête était encore dans plusieurs jours, mais le SMS de ma sœur est arrivé vers 23h. Quoi qu'il en soit, tu as intérêt à ne pas gâcher la fête de Madison avec tes histoires. Elle attend ça depuis des mois. J'ai regardé le message avec incrédulité avant de mettre mon téléphone en silencieux et de le poser face contre table. Les infirmières ont changé de service. Un nouveau médecin est passé pour vérifier les signes vitaux d'Emma. Les heures se sont confondues de cette manière horrible propre au temps hospitalier, où les minutes semblent des heures et les heures s'évanouissent comme des secondes. Josh est parti vers 14h pour trouver un hôtel et dormir un peu, promettant de revenir le soir même. Marcus m'a convaincu de prendre une douche rapide dans la salle de bain familiale au bout du couloir. Je suis restée sous l'eau tiède et j'ai pleuré pour la première fois depuis la chute d'Emma, laissant le bruit de l'eau courante couvrir mes sanglots. Quand je suis sortie 20 minutes plus tard, épuisée et vide, Marcus a pris son tour pendant que je veillais au chevet de notre fille. Maria est revenue pendant son service, ajustant légèrement la position d'Emma pour prévenir les escarres, lissant la couverture sur sa petite forme avec une douceur experte. Elle faisait ce travail depuis 15 ans, avait-elle dit. Combien d'enfants avait-elle vu se battre pour leur vie? Combien de parents s'étaient assis exactement là où j'étais assise, espérant des miracles? Ma fille a fait une mauvaise chute quand elle avait 6 ans, a dit Maria tranquillement, me surprenant. Les infirmières maintenaient habituellement une distance professionnelle. Elle est tombée des barres de singe à l'école, a mal atterri, s'est fracturé le crâne, a passé 3 jours dans le coma.
J'ai levé les yeux brusquement. Elle a survécu? Elle a 23 ans maintenant, elle étudie l'ingénierie à Berkeley. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le pense. Maria s'est arrêtée à la porte. Mais je comprends la peur. Je l'ai vécue. Je voulais juste que vous sachiez qu'il y a de l'espoir même quand tout semble impossible. Après son départ, je me suis surprise à chercher sur Google des histoires d'enfants qui s'étaient remis de graves traumatismes crâniens. Des histoires de réussite, des miracles, des statistiques qui défiaient les prédictions médicales. J'avais besoin de croire qu'Emma pourrait être l'un de ces cas, que nous regarderions un jour en arrière et nous émerveillerions du chemin parcouru. Mon téléphone, toujours éteint, est resté sombre dans ma poche. Je ne voulais pas voir d'autres SMS de Charlotte, d'autres demandes de mes parents, d'autres rappels que les personnes qui étaient censées nous aimer inconditionnellement avaient des conditions que je ne serais jamais capable de remplir. Marcus est revenu de sa douche avec une apparence légèrement plus humaine. Il s'est changé avec les vêtements que Josh avait apportés, un jean et une chemise propre qui ne sentaient pas la peur et l'antiseptique d'hôpital. Il m'a apporté un yaourt de la cafétéria, que je me suis forcée à manger même s'il n'avait aucun goût. Josh a appelé. Il a dit qu'il avait parlé à son patron, s'était arrangé pour travailler à distance la semaine prochaine. Il reste. Elle. La famille qui se présente. Voilà à quoi ça ressemblait. Pas la nièce biologique de Josh, pas son sang, mais il a tout laissé tomber pour être là quand même, parce que c'est ce que les gens font quand quelqu'un qu'ils aiment est en crise. Le soir est tombé. Les soins intensifs prenaient une qualité différente après la tombée de la nuit, plus calme, plus solennelle. L'agitation diurne des changements d'équipe et des tournées de médecins laissait place à une surveillance constante et à des conversations à voix basse. Emma restait stable, ce que l'infirmière de nuit nous a assuré être positif. Pas de nouvelles, bonne nouvelle aux soins intensifs. Vers 8 heures du matin, j'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Les messages avaient continué toute la nuit. Charlotte avait envoyé 15 SMS, chacun plus accusateur que le précédent. Ma mère avait laissé 4 messages vocaux que je ne pouvais pas me résoudre à écouter. Papa avait envoyé un email avec pour objet « Déçu de tes choix ». Je l'ai ouvert par curiosité morbide. C'était 3 paragraphes sur la responsabilité familiale, les obligations financières, et sur le fait que je donnais un mauvais exemple à Emma en donnant la priorité à mes propres besoins plutôt qu'à ceux de ma famille. L'ironie lui échappait apparemment. Marcus m'a vu lire et m'a doucement pris le téléphone des mains. Pas maintenant. Tu n'as pas besoin de ça en ce moment. Mais le mal était fait. La colère remplaçait la peur, brûlante dans ma poitrine. Une partie de moi l'accueillait. La colère était plus facile à gérer que la terreur impuissante. Au moins, la rage vous donnait quelque chose à faire de vos mains, de votre énergie, de vos pensées hurlantes. Ils vont venir ici, ai-je dit soudain, avec une certitude absolue. Ils vont se pointer et faire en sorte que tout tourne autour d'eux et de l'argent. Je le sens. L'expression de Marcus s'est assombrie. S'ils le font, je m'en occuperai. Comment? Je ne sais pas encore, mais je ne les laisserai pas te faire plus de mal qu'ils ne l'ont déjà fait. Et je ne les laisserai certainement pas s'approcher d'Emma. Le lendemain n'a apporté aucun changement dans l'état d'Emma, ce que l'équipe médicale nous a assuré être en fait positif. La stabilité signifiait que son cerveau répondait au traitement. Marcus est rentré brièvement à la maison pour se doucher et prendre plus de vêtements. Josh est arrivé à l'hôpital vers 9 heures, l'air épuisé, mais déterminé à aider de toutes les manières possibles. Je suis restée dans le fauteuil à côté du lit d'Emma, lui tenant la main, lui parlant même si elle ne pouvait pas m'entendre. Je lui ai raconté des histoires sur les vacances à la plage que nous avions prévues pour son anniversaire le mois prochain, sur le nouveau vélo avec des roulettes qui l'attendaient dans le garage, sur combien papa et moi l'aimions. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés. J'ai d'abord entendu la voix de ma mère, tranchante et exigeante au poste des infirmières. Nous sommes ici pour voir Emma Wilson. Nous sommes ses grands-parents. L'infirmière a dû les diriger, car quelques secondes plus tard, maman et papa sont entrés dans la chambre d'Emma aux soins intensifs comme s'ils étaient chez eux. Maman portait un tailleur pantalon de marque. Papa sa tenue de golf du country club. Ils avaient l'air frais et reposés,
comme s'ils avaient passé une merveilleuse nuit de sommeil pendant que ma fille s'accrochait à la vie. Cette facture n'a pas été payée, a annoncé maman sans préambule. Qu'est-ce qui prend tant de temps? Tu sais, la famille passe avant tout. Je me suis levée lentement, me plaçant entre eux et le lit d'Emma. Sortez. Ne sois pas ridicule, a dit papa. Nous avons fait tout ce chemin. Le moins que tu puisses faire, c'est d'expliquer pourquoi tu as été si irresponsable. Irresponsable? Ma voix est sortie étranglée. Regardez-la. Regardez à quoi nous sommes confrontés. Maman a jeté un regard dédaigneux à Emma, observant le respirateur, les moniteurs, les perfusions. Elle dort. Arrête d'être si mélodramatique. Nous avons besoin de cet argent, Rebecca. Charlotte a payé de sa poche parce que tu n'as pas daigné honorer tes engagements. Mon engagement est envers ma fille qui pourrait ne jamais se réveiller. Toujours à trouver des excuses, a dit maman froidement. Tu sais, Charlotte avait raison à ton sujet. Tu as toujours été égoïste. La rage qui s'était accumulée pendant des heures, des années, toute une vie, menaçait d'exploser. Vous devez partir maintenant. Nous n'irons nulle part tant que tu n'auras pas accepté de payer ce que tu dois, a dit papa en croisant les bras. Les responsabilités familiales ne disparaissent pas parce que tu passes une mauvaise journée. Une mauvaise journée? Il appelait ça une mauvaise journée. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Les yeux de maman se sont plissés. Tu n'oserais pas nous faire honte comme ça. J'ai tendu la main vers le bouton d'appel. Maman a bougé plus vite que je ne l'avais prévu, se jetant devant moi vers le lit d'Emma. Avant que j'aie pu réagir, elle a attrapé le tube du respirateur près du visage d'Emma, essayant de le déconnecter. Le tube en plastique s'est tendu dans sa poigne, et les alarmes ont immédiatement commencé à hurler depuis les moniteurs alors que le respirateur détectait l'interférence. Eh bien, elle n'est plus là maintenant, a dit ma mère avec une satisfaction glaciale, tout en continuant à tirer sur les tubes. Tu peux nous rejoindre. Tout s'est passé en même temps. J'ai repoussé maman loin du lit tout en appuyant sur le bouton d'appel d'urgence. Des infirmières se sont précipitées. Papa a essayé de m'éloigner du lit d'Emma pendant que je luttais pour garder mon corps entre eux et ma fille. Quelqu'un criait. J'ai réalisé que c'était moi. Les infirmières ont repoussé mes parents, vérifiant rapidement les connexions du respirateur d'Emma et s'assurant que tout était sécurisé. Un agent de sécurité est apparu à la porte. Pendant tout ce temps, maman et papa se tenaient là, l'air indignés, comme s'ils étaient les victimes. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine composer le numéro de Marcus. Il a répondu à la première sonnerie. Il faut que tu viennes maintenant, ai-je dit, en regardant les infirmières stabiliser l'équipement d'Emma. Ils sont venus. Maman a essayé de déconnecter le respirateur d'Emma. Marcus, elle aurait pu la tuer. J'ai entendu un cliquetis de clés de voiture à travers le téléphone. J'arrive dans 5 minutes. Ne les laisse pas partir. L'agent de sécurité posait des questions. J'ai expliqué ce qui s'était passé tout en me tenant entre mes parents et le lit d'Emma. Maman avait l'air agacée. Papa sur la défensive. C'est absurde, a dit papa. Nous avons à peine touché à quoi que ce soit. Elle réagit de manière excessive. Vous avez jeté du matériel médical, a dit l'agent sèchement. C'est une agression. C'est notre petite fille, a protesté maman. Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Plus maintenant, ai-je dit. Je veux qu'il soit banni de cet hôpital. Je veux qu'il soit arrêté. Le visage de maman est devenu rouge. Espèce de petite ingrate. Marcus est arrivé comme une tempête. Il a immédiatement compris la scène. Les infirmières s'occupant toujours d'Emma, l'agent de sécurité, les postures défensives de mes parents, mon visage taché de larmes. Son expression est devenue glaciale d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Qu'avez-vous fait? Sa voix était calme. Mortelle. Rien, a dit papa rapidement. Ta femme est hystérique. Marcus a regardé les infirmières. Que s'est-il passé? L'infirmière plus âgée, Maria, qui avait été si gentille avec nous, a pris la parole.
La grand-mère a tenté de déconnecter le tube du respirateur de la patiente. Nous avons dû intervenir immédiatement pour éviter un arrêt respiratoire. Marcus s'est tourné vers mes parents. Le regard sur son visage a fait reculer maman d'un pas. Vous auriez pu la tuer, a-t-il dit doucement. Vous auriez pu tuer notre fille. Ne sois pas dramatique, a dit maman, mais sa voix vacillait. Elle va bien. Marcus a sorti son téléphone. Est-ce que l'un de vous sait ce que je fais dans la vie? C'était une question si étrange que tout le monde s'est arrêté. Mes parents avaient l'air confus. Ils ne s'étaient jamais souciés d'en savoir beaucoup sur Marcus, au-delà de son nom et du fait qu'il avait épousé leur fille décevante. Je suis avocat, a poursuivi Marcus. Plus précisément, je poursuis des affaires criminelles. Et je suis très bon dans mon travail. Il a levé son téléphone, montrant qu'il enregistrait. J'ai tout documenté. La vidéo de surveillance de cette pièce a déjà capturé ce qui s'est passé. Ces infirmières sont des témoins, et je vais m'assurer que vous ferez face à toutes les accusations possibles. Le visage de papa est devenu blême. Tu ne peux pas. Nous sommes de la famille. Vous avez essayé de faire du mal à ma fille, a dit Marcus. Vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes des criminels. Il s'est tourné vers l'agent de sécurité. Je veux qu'il soit détenu jusqu'à l'arrivée de la police. Je porte plainte pour agression, tentative de nuire à un mineur, mise en danger de la vie d'autrui et interférence avec un traitement médical. Je demanderai également une ordonnance de protection d'urgence. Maman a finalement semblé saisir la gravité de la situation. Attendez, nous ne voulions pas, vous avez essayé de déconnecter son tube respiratoire, a interrompu Marcus. Devant des témoins, après qu'on vous ait demandé de partir, alors qu'elle était dans un état critique. Dites-moi exactement quelle partie de cela vous ne vouliez pas faire. L'agent a appelé des renforts par radio. Un autre agent de sécurité est arrivé en quelques minutes. Mes parents ont été escortés hors de la chambre, maman protestant bruyamment, papa silencieux et sous le choc. Maria a vérifié à nouveau les signes vitaux d'Emma. Elle est stable. Aucun changement dans son état par rapport à avant l'incident. Je me suis effondrée sur ma chaise, l'adrénaline me laissant tremblante et froide. Marcus s'est agenouillé à côté de moi, me prenant les mains. Je suis désolé de ne pas avoir été là, a-t-il dit. J'aurais dû rester. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu risquer sa vie pour de l'argent? La mâchoire de Marcus était crispée. Je ne sais pas, mais ils ne s'approcheront plus jamais d'elle. Ni de toi. La police est arrivée 20 minutes plus tard. J'ai fait ma déposition. Les infirmières ont fait la leur, et Marcus a fourni l'enregistrement et expliqué le cadre juridique. Les officiers ont pris l'affaire au sérieux, surtout quand ils ont vu l'état d'Emma et entendu ce qui s'était passé. Mes parents ont été arrêtés sur le parking de l'hôpital alors qu'ils tentaient de partir. J'ai appris plus tard que maman avait été furieuse, exigeant d'appeler un avocat, menaçant de poursuivre tout le monde. Papa avait été plus silencieux, commençant peut-être à comprendre l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Au cours des jours suivants, pendant qu'Emma restait dans le coma, Marcus a travaillé avec les procureurs pour s'assurer que les charges tiennent, agression sur mineur, mise en danger de la vie d'autrui, interférence avec des soins médicaux. L'hôpital a fourni toutes ces vidéos de surveillance. Les infirmières ont fait des dépositions formelles. C'était un dossier en béton. Charlotte a appelé le 3e jour, hurlant que j'avais détruit la famille en faisant arrêter nos parents. Je l'ai écoutée pendant environ 30 secondes avant de raccrocher et de bloquer son numéro. Emma s'est réveillée le 5e jour. Elle était groggy, confuse, souffrante, mais elle s'est réveillée. Le neurologue était prudemment optimiste. Il pourrait y avoir des effets à long terme, mais elle avait survécu. Elle avait réellement survécu. Marcus et moi avons pleuré ensemble dans cette chambre d'hôpital, tenant les petites mains d'Emma, lui disant combien nous l'aimions. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était à l'hôpital ni pourquoi sa tête lui faisait si mal, mais elle savait que nous étions là, et cela semblait la réconforter. Les procédures judiciaires ont avancé. Mes parents ont engagé un avocat coûteux qui a tenté de qualifier l'incident de malentendu familial.
Marcus a démoli cet argument avec des documents, des témoignages et la vidéo de surveillance qui montrait clairement maman tentant délibérément de déconnecter l'équipement de survie. Le procureur était particulièrement motivé après avoir vu le dossier médical d'Emma et compris à quel point elle avait frôlé la mort. Interférer avec le respirateur d'un enfant gravement malade n'était pas un malentendu. C'était potentiellement une tentative de meurtre. Finalement, face à des preuves accablantes, mes parents ont accepté une négociation de peine. Maman a écopé de 6 mois de prison et de 2 ans de probation. Papa a obtenu une probation et des travaux d'intérêt général pour ne pas être intervenu. Dans le cadre de la sentence, tous deux ont reçu des ordonnances restrictives permanentes leur interdisant tout contact avec Emma, moi ou Marcus. Ils ont également été tenus de payer des dédommagements pour les frais médicaux d'Emma et nos frais de justice. Charlotte a essayé une dernière fois de me contacter par l'intermédiaire d'un cousin commun, disant que je déchirais la famille pour rien. J'ai dit au cousin exactement ce qui s'était passé, en lui montrant même les dossiers de l'hôpital et les documents juridiques. Le cousin s'est excusé et ne m'a plus jamais contacté au nom de Charlotte. Emma a passé 3 semaines à l'hôpital au total, physiothérapie, ergothérapie, orthophonie. Elle a dû réapprendre certaines habiletés motrices fines et a eu des maux de tête pendant des mois, mais elle s'est rétablie, contre toute attente et malgré tout. Nous avons déménagé 6 mois plus tard. Un autre état, un nouveau départ, des numéros de téléphone non répertoriés. Emma a commencé la maternelle sans aucun souvenir de l'incident, ce que le thérapeute a dit être probablement une bonne chose. Elle savait qu'elle avait été à l'hôpital, qu'elle avait été malade, mais le traumatisme de ce qui s'était passé n'était pas quelque chose qu'elle portait avec elle. Marcus et moi le portions, cependant. La connaissance que mes parents accordaient plus de valeur à l'argent qu'à la vie de leur petite fille, que ma propre mère avait été prête à risquer de tuer un enfant pour faire valoir son point de vue sur les priorités. Certaines trahisons sont trop fondamentales pour être pardonnées un jour. Emma a 10 ans maintenant. Elle réussit bien à l'école, a des amis, joue au football. Elle a une petite cicatrice cachée sous ses cheveux là où ils ont opéré et a parfois des maux de tête quand il pleut, mais sinon, on ne devinerait jamais à quel point nous avons failli la perdre. Nous nous sommes construits une nouvelle famille avec des amis qui sont devenus plus proches que ne l'ont jamais été les membres de notre famille de sang. Les collègues de Marcus et leur famille, nos voisins, les parents des amis d'Emma, des gens qui se sont présentés quand les choses étaient difficiles, qui ont apporté des repas pendant la convalescence d'Emma, qui se souciaient vraiment. Je pense parfois à cette nuit aux soins intensifs, quand je regarde Emma dormir paisiblement dans son lit. À quel point les choses auraient pu être différentes. Comment quelques secondes sans oxygène auraient pu causer des lésions cérébrales permanentes ou la mort. Comment ma propre mère a choisi la cruauté plutôt que la compassion au moment le plus critique de ma vie. Les dernières nouvelles de mes parents sont venues par le système judiciaire. Maman a purgé sa peine complète. Elle a tenté de faire appel de l'ordonnance restrictive par la suite, mais sa demande a été rejetée. Papa a terminé sa probation. J'ai appris par des parents éloignés qu'ils avaient déménagé en Floride. Que Charlotte avait finalement coupé les ponts avec eux aussi, après qu'ils aient commencé à lui demander de l'argent. Apparemment, leur enfant prodige avait perdu de son éclat quand elle ne pouvait plus leur offrir le style de vie qu'ils désiraient. Je ne ressens rien quand je pense à eux maintenant. Ni colère, ni tristesse, juste un vide immense là où une famille aurait dû être. Marcus dit que c'est sain. Que l'indifférence est la dernière étape pour passer à autre chose. Peut-être a-t-il raison. Emma a posé une question sur les grands-parents une fois, quand elle avait 7 ans. Elle a remarqué que d'autres enfants en avaient et s'est demandé pourquoi elle n'en avait pas. Je lui ai raconté une version simplifiée de la vérité, que certaines personnes ne sont pas sûres à fréquenter, même si elles sont de notre famille, et que notre travail en tant que parents est de la garder en sécurité. Elle a semblé l'accepter. Les actions en justice de Marcus ce jour-là ont sauvé plus que la vie d'Emma sur le moment. Elles ont sauvé notre avenir, notre paix, notre capacité à élever notre fille sans constamment regarder par-dessus notre épaule. Il avait été terrifiant dans sa fureur contrôlée, utilisant tous les outils à sa disposition pour s'assurer que justice soit rendue. La facture de la fête d'anniversaire n'a jamais été payée, évidemment.
Charlotte a essayé de m'emmener devant la cour des petites créances, mais le juge a rejeté l'affaire après avoir entendu les circonstances. Apparemment, tenter de nuire à l'enfant gravement malade de quelqu'un est une défense solide contre les réclamations de frais de fête. Qui l'eût cru? Ces jours-ci, nous nous concentrons sur la vie que nous avons construite plutôt que sur la famille que nous avons perdue. Emma veut devenir vétérinaire. Elle est obsédée par les animaux, fait du bénévolat au refuge local le week-end, et a déjà commencé un fonds d'épargne pour ses études de vétérinaire avec son argent de poche. Elle est compatissante, courageuse et gentille. Tout ce que mes parents n'étaient pas. Parfois, Marcus et moi parlons d'avoir un autre enfant. Nous voulons qu'Emma ait un frère ou une sœur, quelqu'un qui sera là pour elle quand nous ne serons plus là. Mais nous sommes prudents, encore en train de guérir de tout ce qui s'est passé. Peut-être l'année prochaine. La cabane dans les arbres a été démontée le jour où Emma est rentrée de l'hôpital. Marcus l'a démantelée planche par planche et a brûlé le bois dans notre foyer extérieur. Nous avons planté un jardin de fleurs à cet endroit à la place. Emma aide à l'arroser tous les soirs en été, et elle ne se souvient pas de ce qu'il y avait là avant. La vie va de l'avant. Le passé reste à sa place. Et quelque part en Floride, 2 personnes âgées vivent avec les conséquences de leur choix. Coupées de la petite fille qui a survécu malgré eux, et non grâce à eux. Emma est tout. Elle est le rire, l'espoir et les secondes chances. Elle est la raison pour laquelle nous continuons d'avancer, de construire, de croire que l'amour compte plus que le sang. Et chaque jour où elle se réveille en bonne santé et heureuse est un rappel que parfois, la famille que l'on choisit est la seule famille que l'on est.